Ici, au pied de la cordillère des Andes, se trouve l'un des déserts les plus arides du globe. C'est sur ce territoire que s'est épanouie, il y a 1500 ans, une civilisation parmi les plus brillantes d'Amérique du Sud. Entre le 2e et le 8e siècle, elle a apprivoisé ce désert et bâti ici d'immenses pyramides, les Huacas. Leur décor m'impressionne. On connaît peu cette civilisation, tombée dans l'oubli bien avant la conquête espagnole. Elle était pourtant aussi brillante que celle des Incas ou des Mayas. Ce peuple étonnant, c'est celui des Mochicas. On les appelle aussi les Moches. Je viens ici rencontrer une équipe d'archéologues. Ils sont en train de percer le secret de la disparition des Mochicas, l'une des énigmes les plus tenaces de l'archéologie contemporaine. Leurs investigations ont débuté ici, sur le site des Huacas de Moche. La colline que l'on voit là est en réalité une immense construction humaine. Une pyramide d'adobe, des briques de terre crue séchées au soleil. C'est la Huaca del Sol. Au milieu, les restes de murs qu'on voit apparaître, c'est la ville, là où vivaient les gens. Et puis ici, au pied du grand Cerro Blanco, sous ces tôles, se trouve la Huaca de la Luna, le grand temple des Mochicas. Aujourd'hui, tout est retourné au désert, mais il faut imaginer qu'il y a 1500 ans, tout cela, c'était la capitale des Mochicas. L'enquête sur l'étrange disparition des Mochicas, c'est mon ami, l'archéologue péruvien Santiago Uceda, qui la mène depuis plus de 20 ans. Santiago, toi qui travailles depuis si longtemps sur ce site, s'il y a bien une personne à qui on peut poser cette question, toujours un peu difficile, c'est toi. Qui étaient les Mochicas? Comment est-ce qu'on pourrait un petit peu les décrire, les définir? Bon, d'abord, c'est une civilisation qui n'a pas eu d'écriture, alors tout ce qu'on sait, c'est par l'archéologie. Alors, qui étaient les Mochicas? C'était une des civilisations les plus importantes, les plus brillantes de l'Amérique du Sud, parce qu'ils ont mis en place tous les bases de la civilisation dans l'Amérique latine. Alors, tu commences à voir, hein, d'abord, c'est l'agriculture avec les systèmes d'irrigation à un niveau de développement. Les grands travaux d'irrigation, les canaux, très etc. complexes déjà. La céramique avec les moulages, c'est les Mochicas qui l'ont fait. La découverte de pas mal de techniques de métallurgie, orfèvrerie, tout ça. C'est les Mochicas qui l'ont développé à un niveau très élevé. On a parfois comparé les Mochicas aux Grecs, tu es d'accord avec ça? Oui, je crois que de la mesure que les Grecs, ils ont mis la base de la civilisation occidentale, les Mochicas l'ont fait de la même façon. Et comme les Grecs, les Mochicas maîtrisaient l'architecture monumentale. Ce peuple d'agriculteurs, de pêcheurs et d'artisans a édifié des temples somptueux, comme la Huaca de la Luna, le temple de la Lune. C'était un bâtiment religieux. Sur sa façade, des araignées géantes, des dragons exhibant des têtes humaines coupées, des serpents, autant de prédateurs qui pourraient symboliser les divinités. Au sommet de leur panthéon, Ayapaec, le dieu de la montagne et des cours d'eau. C'est de lui dont dépendait la clémence du ciel et la fertilité de ce désert. En face, la Huaca del Sol, le temple du soleil. Une pyramide à étages qui servait de centre politique et administratif. À son apogée, la cité comptait au moins 20 000 habitants. D'ici, les Mochicas régnaient sur toute une série de vallées le long du Pacifique. C'était alors la civilisation la plus puissante d'Amérique du Sud. Pendant longtemps, la plupart des archéologues pensaient que les Moches avaient disparu en 600 lors d'un brusque bouleversement climatique. Une catastrophe naturelle si violente qu'elle les aurait décimés. Cet épisode aurait laissé des traces visibles jusque sur les murs des pyramides.
Ces ravinements profonds comme ça, des écoulements d'eau, ça correspond à des moments de pluie très très fortes. Oui, ça c'est une évidence des phénomènes du Niño. Le Niño, donc, c'est quoi exactement? Le Niño, c'est un phénomène, c'est une espèce de bouleversement du climat qui se produit de temps en temps. On a pour moi 3-4 Niños par siècle. C'était vraiment des phénomènes catastrophiques parce que quand il pleut, il commence à avoir des grandes coulées d'eau qui peuvent détruire les structures et tout ça. On dit d'ailleurs dans la littérature que certains gros Niños, à la fin du VIe siècle notamment, auraient pu provoquer la disparition des Mochicas. T'y crois? Non, pas du tout. Moi, dès le début, j'étais pas convaincu de cette hypothèse. Et je crois que c'est plutôt un comme d'autres phénomènes qui vont aider à comprendre la fin des Mochicas. Selon Santiago, les Mochicas ont survécu à cet épisode particulièrement violent du Niño. Il y a quelques mois, il a lancé un énorme chantier de fouilles à l'arrière de la Huaca del Sol. Et il en a trouvé la preuve. Franco, ¿tú puedes ubicar el corte donde están los pisos? Muy bien. Cette couche brune qu'on voit là, ça correspond à quoi? Ça correspond à des déchets d'activités quotidiennes. Là, on a trouvé pas mal de restes d'alimentation, de cuisine. Puedes mostrar el más alto, tu vois? Oui, ça, c'est le plus haut. Y este de abajo. Santiago a pu dater cette couche brune, 600 après Jésus-Christ. Tout ce qui se trouve au-dessus a donc été construit après cette date. Et donc, tu t'es rendu compte que cette dernière grande phase, elle était après le Niño de 600. Oui, ça veut dire que les Moches, ils ont continué à être une société vivante, même après le Niño. Et ils se lancent à ce moment-là, après 600, dans un projet colossal. Oui, il faut te dire. D'abord, l'étendue des sites, il s'élarge 400 mètres de long, 120 mètres de large, et ils grandissent l'édifice de 25 mètres de hauteur. Jamais auparavant, il s'était construit un édifice de cette taille-là. Et ça nous dit déjà, l'organisation sociale moche, il n'était pas détruit, il était encore très vivante, et en plus, la main-d'œuvre, elle était très importante. L'hypothèse d'une civilisation balayée par un désastre climatique ne tient donc plus. Santiago m'entraîne au sommet de la Huaca pour prendre la mesure de l'ampleur du chantier dans lequel se sont lancés les Moches. Waouh! Ici, on se rend vraiment compte à quel point c'est gigantesque. Hein? Ouais. Et dis donc, quand tu as nettoyé la coupe alors pour voir les différentes phases, ça a dû être aussi un travail de Romain. Ah oui, évidemment. On a mis une année de travail avec plus de 15 ouvriers. Ah ouais. Tu vois, on est dans la section sud, Oui. qui fait partie de la dernière phase de construction. Santiago, je suis vraiment impressionné. Hein. C'est immense, hein, vraiment immense. Bon, il y a encore de ce côté, du côté oriental, on voit la façade presque intacte. Et là, on voit l'ampleur de l'édifice. Par sa volume et sa taille, à l'époque finale de Moche, il était le monument le plus grandiose et plus volumineux de l'Amérique latine. Cette découverte est importante. Mais si les Moches ont réussi à survivre au Niño de 600, pourquoi ont-ils finalement disparu quelques générations plus tard? Pour répondre à cette question, il faut refaire le cheminement des archéologues péruviens. Je repars là où tout a commencé, il y a 25 ans, à 300 km au nord. À Sipan se trouvent deux autres pyramides. C'est à leurs pieds que des archéologues ont trouvé la clé qui leur a permis de pénétrer le monde des Mochicas et de comprendre leur organisation politique et religieuse. Dans ce paysage lunaire, une découverte sans précédent a changé à jamais notre compréhension de la civilisation Moche. Vous voyez ce trou ici? Cet autre là, celui-là, celui-là, il y en a partout.
Et autour et dans les trous, qu'est-ce qu'on trouve? De la céramique. Céramique précolombienne, en petits morceaux. Ce sont des trous de pilleurs, les huaqueros. Ceux qui sévissent dans le pays depuis la conquête espagnole et encore jusqu'à nos jours. Pour beaucoup d'argent, le pillage des antiquités représente le 3e revenu illégal le plus important au monde, après les armes et la drogue. Faut pas l'oublier. Paradoxalement, les huaqueros ont mené Walter Alva, l'archéologue péruvien, à l'une des plus importantes découvertes de ces dernières années, la tombe du seigneur de Sipán. Tous les archéologues connaissent cette histoire. Elle date de 1987. Des milliers de tombes sont dévastées. Les pilleurs font rage. L'un d'entre eux va se faire arrêter en possession d'un masque extraordinaire en or pur. Il est remis à l'archéologue péruvien Walter Alva. Ce dernier fait déloger les pilleurs et entreprend une fouille d'urgence dans l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Ses efforts sont récompensés. Sous le niveau de la tombe pillée, une autre apparaît bientôt, totalement intacte. Sous le toit du tombeau, c'est d'abord un premier ornement qui apparaît. Une imposante boucle d'oreille, incroyablement ouvragée. Et bientôt, c'est le squelette d'un homme qui se dévoile. Il est couvert de bijoux d'argent et d'or. Je vais à la rencontre de Walter Alva, au musée où a été reconstituée la tombe complète. Avec les autres squelettes découverts autour, 8 au total, dont 3 femmes de moins de 20 ans et un enfant. Au final, Walter Alva et son équipe ont mis au jour plus de 600 objets précieux. Et ils ont donné un nom au principal défunt, le seigneur de Sipán. Ce personnage est vêtu d'une façon spectaculaire. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce genre d'attributs? Eh bien, ce sont tous des objets de luxe. Ce sont des emblèmes, des costumes ornés, symboles de luxe et de pouvoir. Il y en a une grande variété. Et quand nous avons commencé à les étudier, nous nous sommes rendus compte qu'un très grand nombre de ces éléments étaient représentés dans l'iconographie mochica. L'iconographie à laquelle Walter fait référence se trouve sur les milliers de céramiques produites par les mochés, certainement parmi les plus élaborées du monde précolombien. Un personnage divin y est fréquemment représenté. Les archéologues ont retrouvé dans la tombe du seigneur de Sipán les mêmes imposantes boucles d'oreilles que ce personnage. Une parure en métal identique. Ou encore cette couronne semi-circulaire en or massif. Ils en ont déduit qu'il existait une noblesse mochica qui incarnait les divinités en se parant de leurs attributs d'une richesse fabuleuse. C'est quoi cette merveille? Ce sont 10 araignées anthropomorphes qui font partie d'un collier très impressionnant. Quand on regarde comme ça, c'est une araignée. Et comme ceci, c'est le visage d'un personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu effectuer 100 points de soudure pour fabriquer notamment les arcs en or qui constituent la toile de l'araignée. Techniquement, ces objets sont incroyablement perfectionnés. Ça signifie que les mochés maîtrisaient toutes les techniques de la joaillerie et de la métallurgie. Effectivement, les mochicas savaient aussi dorer les métaux, c'est-à-dire couvrir avec une pellicule très fine le cuivre pour lui donner l'apparence de l'or. Quand on a fait des analyses,
on s'est rendu compte qu'ils obtenaient le même résultat qu'avec le procédé d'électrolyse que les Européens ont inventé à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, quand le Seigneur le portait, ça faisait du bruit. Oui. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu disparaître? Une autre pièce retrouvée dans la tombe a donné un commencement de réponse. C'est un objet extraordinaire, le symbole maximum du pouvoir. C'est le sceptre du Seigneur. Ici, il y a une représentation, un relief, où l'on voit un chef militaire, richement vêtu, dominé avec une massue un prisonnier. Et on voit qu'il le tient par les cheveux. Ces scènes de violence, les archéologues les avaient déjà rencontrées sur les céramiques. On y voit le Seigneur célébrer une cérémonie de sacrifice humain. Un prisonnier se fait trancher la gorge. Son sang est récolté. Il passe ensuite entre les mains des prêtres et est finalement bu par le Seigneur. Est-ce un mythe ou une réalité? La réponse va venir des Huacas de Moche, le site de Santiago. En 1995 et en 2000, 2 charniers sont découverts dans le Temple de la Lune. Des dizaines de corps entiers et d'autres démembrés sont mis au jour. Il s'agit d'hommes âgés de 12 à 39 ans. Je me rends au laboratoire du site pour rencontrer l'anthropologue Florencia Bracamonte. Elle a acquis la conviction que ces hommes n'étaient pas morts naturellement. Regarde, voilà une cervicale sur laquelle on voit des traces de coupures de part en part. C'est comme si on avait coupé l'individu à ce niveau-là. Et on a retrouvé l'une des armes avec lesquelles ces coupures ont été effectuées. C'est cette blessure qui a causé une mort immédiate. Oui, parce que c'est la vertèbre cervicale. Oui, c'est une cervicale, coupée à ce niveau-là. Ceci implique que l'un des bourreaux tirait la tête en arrière par les cheveux, tandis que l'autre égorgeait. Et donc tout cela démontre qu'il y avait la pratique réelle du sacrifice humain. Oui, tout à fait. Sur l'arme, Ayapaek, le dieu de la montagne et des cours d'eau. Les archéologues en ont déduit que les Mochicas sacrifiaient pour invoquer la clémence du ciel. L'étude du premier charnier, le plus important, a apporté un autre indice. Les 70 corps étaient englués dans un sol boueux. Steve Bourget, un autre archéologue, fait alors le rapprochement avec le terrible Niño de 600. Si les Moche n'ont pas disparu à cause de cet épisode climatique, l'événement a visiblement marqué une étape décisive. Le contexte est étonnant. Il y a tous ces individus dans des couches de boue. Ils sont très nombreux. Quelle est la relation avec l'événement? Dans le charnier de 1995, nous avons remarqué que les corps étaient déposés dans des strates sédimentaires superposées. Donc les sacrifices se sont succédés. Vu l'épaisseur de la couche de boue, nous avons pu déterminer que nous étions en pleine crise d'El Niño, un épisode très grave. Cet événement a été si important qu'ils ont beaucoup sacrifié de personnes à ce moment-là. Le Seigneur et ses prêtres ont eu beau sacrifier massivement, ils n'ont pas eu raison d'El Niño. Et c'est peut-être là la première étape du déclin des Mochicas. Santiago, en tout cas, en est convaincu. Le peuple se serait alors révolté contre la théocratie, le gouvernement religieux. Il va m'en montrer la preuve, qu'il a trouvée sur le mur d'enceinte de la Huaca de la Luna. On va arriver à un endroit qui, pour moi, c'est la clé de
beaucoup d'explications sur les sites. Et voilà, on a un accès ici. Et cet accès-là, il était clôturé. Voilà, de façon murée, de façon à empêcher que les gens y rentrent à l'intérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, les moches ils ont décidé que personne n'utilise le temple. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi un édifice aussi important, on a mis énorme effort pour le construire, tout d'un coup, il est clôturé. Et on a pu dater ça? Oui, vers 600 après Jésus. Donc en 600, Méganigno, on ferme le temple. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Il est abandonné ce temple. Et ça, c'est clair que c'était un moment d'effondrement d'une période mochica très importante. C'est la période de la théocratie mochica. Pendant le Niño de 600, le système religieux des Mochicas se serait donc effondré. Et ce n'est pas tout. Il y a quelques mois, ici, dans la zone urbaine où vivait le peuple, a eu lieu une nouvelle découverte, datée de la même époque. Il s'agit de ces étonnantes griffes de félin, peut-être un blason porté sur un étendard. Ils ont aussi mis au jour un sceptre, des emblèmes que les archéologues pensaient jusque-là réservés aux seigneurs et aux prêtres. Des griffes comme blason, un sceptre sacrificiel, le pouvoir change de main. Oui, je crois que c'est les produits d'une espèce de révolution à l'intérieur de la société mochica. Ah, une véritable lutte de classe qui mène à un changement de régime. Ça veut dire que la classe urbaine, il a pris le pouvoir en détruisant l'élite religieuse. On est passé d'un pouvoir théocratique à un pouvoir plus séculier. Plus séculaire, voilà. Pour Santiago, la seconde étape du déclin est alors enclenchée. Car avec leurs croyances, c'est leur identité que les Mochicas auraient peu à peu perdue. Florencia partage cette thèse. Elle vient d'étudier de nouveaux squelettes datés du 7e siècle et découverts en fouille il y a quelques mois. Ce qui est très nouveau ici, c'est que l'on a des traces sur le sternum. Ce sont des coupures très spécifiques. Ici, on voit qu'il a été découpé dans l'intention très claire d'arracher ou de manipuler le cœur. Florencia a alors fait le rapprochement avec une autre civilisation, les Chimú. Ils arrachaient en effet le cœur des sacrifiés. Et donc on a là un témoignage archéologique d'un changement. Oui, tout à fait. On assiste à la fin d'une forme de pouvoir, d'un centralisme, d'un système politique. C'est une époque où les modèles changent. Face au chaos, les Mochicas ont besoin d'ordre. Et l'ordre chez eux n'existe plus. Alors ils se rattachent à d'autres modèles, ceux des civilisations qui les entourent. Ils sont en train de se dissoudre. C'est la fin de leur culture. La dernière cause du déclin des Mochicas, celle qui va finir de faire basculer cette civilisation en déroute, Santiago l'avait sous les yeux depuis le début de l'enquête. C'est la gigantesque Huaca del Sol. Il sait désormais qu'après avoir clôturé le temple de la Lune, symbole de leur ancien régime, les Mochicas se sont lancés à corps perdu dans l'agrandissement de la Huaca del Sol. Pour en faire peut-être le symbole de leur nouvelle société, moins religieuse et plus civile. Un projet démesuré pour une société en crise. Je crois que l'élément le plus important de cette disparition de Moche, comme ça, c'est l'affaiblissement économique. Parce que l'ampleur de cette construction, c'est un travail pharaonique. Il y a eu un investissement de main d'œuvre, des matériels, des organisations sociales qui n'étaient même pas préalables dans les précédentes périodes. Les derniers Mochicas ont vécu au-dessus de leurs moyens. Ah oui, je crois que si. Mais comme beaucoup de cultures qui sont à la fin de sa vie sociale, hein, on rêve sur le passé et on ne voit pas le futur. À force de courir après leur prestige, ils se sont perdus. Ils sont perdus totalement. Le crépuscule des Mochicas va perdurer jusqu'au 8e siècle. Les archéologues perdent alors définitivement leurs traces.